Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Tout le monde se souvient de l'affaire Julien Lacroix. Ça avait démarré avec une enquête du Devoir. Après une contre-enquête de la presse, ça s'est ramassé au Conseil de presse. Et là, il y a des développements dans cette histoire-là. Qui a dit la vérité? Qui a procédé de la bonne façon? Qui a fait preuve d'éthique ou le plus d'éthique ou le moins d'éthique? On vient là-dessus avec Nick Payne. Bonjour, Nick. Bonjour, Rémi. Oui. Donc, c'est quoi les derniers développements dans cette histoire-là? Ben, en fait, le Conseil de presse s'était prononcé là, suite à une plainte et je pense aussi, je pense qu'il y avait deux plaintes. Il y avait une personne et il y avait le Devoir, je crois, ou Amélie Pineda, donc la journaliste du Devoir. Je ne veux pas induire nos auditeurs en erreur. Je ne suis pas certain là, de l'exactitude, mais en tout cas, il y a eu plainte au Conseil de presse. On avait rendu une décision. Il y a eu appel et le Conseil de presse réitère sa décision. Là, la nouvelle est sortie hier. Et là, quand on lit rapidement les titres des journaux, on a un peu l'impression que le Devoir gagne contre la presse là-dedans. Hein? C'est-à-dire que ceux qui remettent en cause le travail journalistique et d'enquête d'Amélie Pineda se sont un peu trompés ou ont pris... on fait un travail bâclé, si tu veux. Et là, on parle ici d'Isabelle Haché de la presse et de Marie-Ève Tremblay du 98.5. D'ailleurs, leur texte à elle s'appelait « L'affaire Julien Lacroix, 2 ans plus tard, des cicatrices et des regrets ». Ben en fait, quand on lit la décision du Conseil de presse, on n'est pas du tout dans une remise en question du travail de la presse et du 98.5. Ce sont vraiment les griefs qui ont été retenus, là, portent sur des, j'allais dire des technicalités, ou en tout cas quelques éléments très pointus. On dit par exemple que, et là je cite, le comité des plaintes a bien appliqué le principe de complétude, hein, l'information complète, en retenant le grief d'information complète portant sur des raisons pour lesquelles le Devoir a refusé d'accorder une entrevue aux journalistes de la presse et du 98.5. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que effectivement, on aurait pu en dire davantage sur les raisons pour lesquelles le Devoir a refusé d'accorder une entrevue. On se souvient que dans l'article d'Isabelle Haché et de Marie-Ève Tremblay, ce qu'on expliquait, c'est que le Devoir avait refusé ou avait demandé à recevoir les questions à l'avance pour cette entrevue-là. Bon, le Devoir prétend qu'il y a d'autres raisons et que ces autres raisons auraient dû être mentionnées. Intéressant. Alors, voilà une première raison. Il y en a deux autres. Deuxième grief retenu portait sur ceci. Le comité des plaintes a bien appliqué le principe d'équilibre en retenant le grief de manque d'équilibre portant sur l'absence du point de vue du Devoir dans l'article. Alors, essentiellement, on n'a pas parlé du point de vue du Devoir, mais le Devoir ne voulait pas donner d'entrevue. Ben oui, ben c'est ça, ils ont refusé de répondre aux questions. Enfin. Oui, bon, ben à partir du moment où on a retenu le premier grief sur les raisons du Devoir, je présume que le deuxième grief devient valide en disant on n'a pas présenté le point de vue du Devoir. Bon, alors c'est un peu deux dans un dans ce cas-là, et on reste toujours en périphérie du sujet de fond. On n'est pas dans l'affaire Julien Lacroix, là. On est dans ce qui s'est formulé en coulisses, hein, dans la guéguerre entre les médias. Exactement. Et rappelons, pour ceux qui auraient vécu sous une roche ces 10 dernières années, que l'enquête du Devoir dépeignait un violeur en série qui faisait des séquestrations, un monstre, quelqu'un d'abominable, le jeune humoriste Julien Lacroix, Julien Lacroix, qui a perdu tous ses contrats, sa réputation, qui a considéré le suicide et le reste. Bon, aujourd'hui, il se replace tranquillement, mais on sait un peu voilà ce qu'il a vécu, le jeune Lacroix, là, qu'il soit blanc comme neige ou non, c'est une autre affaire. Il ne l'est pas, manifestement. Mais bon, bref, le Devoir le décrivait de façon extrêmement dure et il a été annulé, cancellé, pour employer le terme désormais classique, en bonne et due forme. Et ensuite, la presse avait montré une autre perspective sur ce dossier, mais j'y reviens dans un instant. Je termine avec le dernier grief, qui est que le comité des plaintes a bien appliqué le principe de conflit d'intérêts en retenant le grief d'apparence de conflit d'intérêts portant sur la relation entre la journaliste Marie-Ève Tremblay et la conjointe de Lucien Lacroix, Maude Sabat. Parce qu'en effet, les deux sont de bonnes amies, ou en tout cas sont amies apparemment, et Mme Tremblay aurait dû annoncer ses couleurs à cet égard dans son reportage. C'est un grief sans doute valable aussi, mais encore une fois,
on est vraiment un peu à la marge, pour ne pas dire complètement ailleurs. On ne touche pas au sujet de fond. Et je suis allé, Rémi, revoir l'article d'Isabelle Haché ce matin. Et vraiment, là, on, ce dossier devant le conseil de presse passe à côté de la question. La question, c'était la qualité globale de l'enquête du Devoir. Et lorsqu'on juge de la qualité d'un travail comme celui-là, il ne s'agit pas seulement de vérifier sur quelques points de déontologie très précis si tout est parfait, mais de voir si le travail d'ensemble est valable. Et à mon point de vue, c'était un travail bâclé, militant. Et quand tu lis le texte de la presse, c'est consternant, là. Ben oui. Vraiment, on constate qu'on a eu affaire à quoi? Alors, certainement à un jeune homme qui avait un problème de toxicomanie et de comportement envers les femmes, qui a franchi la limite au minimum du bon goût, sinon du respect à plusieurs reprises, mais absolument pas d'un violeur invétéré, là. C'est quelqu'un qui... Alors, plusieurs des plaignantes aujourd'hui regrettent. On comprend qu'elles étaient motivées par une sorte d'effet d'entraînement, de militance hyper aiguë qui est tombée dans une sorte de débordement. Il y avait des chicanes de groupies, d'admiratrices et de collaboratrices là-dedans. Il y avait, voilà, la militance zélée qui voulait absolument faire exemple. Et c'est ce que certains témoignages disent dans le journal La Presse. Oui, on considère pas que Lacroix était un vrai violeur, mais c'était MeToo, il fallait trouver des histoires, les mettre dans les médias et faire exemple. Et c'est un peu dommage que ce soit tombé sur lui. C'est ce que disait Oui, je sais. notamment Je veux juste une préciser femme. aux gens qui nous écoutent, on n'invente rien, là. C'est ce qui est dit dans l'article de la presse. Ça veut dire à peu près ceci: une tête devait rouler. Et ce fut celle de Julien Lacroix. C'est ça qui est dit à peu près. Puis c'est ça qui est consternant dans cette histoire-là, Nick, si je peux me permettre. C'est que les plaignantes sont revenues sur leur témoignage, donc lorsqu'elles ont été interrogées par les journalistes de la presse, Isabelle Haché entre autres. Et là, c'est ça qui devrait nous concerner et qui devrait nous interpeller. C'est le fait qu'elles soient revenues sur leurs paroles. Et là, par la suite, on a le Devoir qui dit non, on avait bien travaillé, on n'a pas mis de pression. Et en parallèle à ça, évidemment, il y a le grand débat de libérer la parole féminine. Mais là, c'est-à-dire que si on libère la parole féminine et qui est contre ça, en tout cas, certainement pas toi, certainement pas moi, ben, il faut écouter ces femmes-là qui, des années plus tard, ont dit à la presse, ben voilà, on a peut-être exagéré, on aurait peut-être dû mettre ça en contexte, ou finalement, j'ai peut-être inventé ça aussi. Mais ça, c'est la libération de la parole, ça va dans les deux sens, là. Oui, mais là, les militants, les militantes de la cause vont te dire que ces comportements-là sont typiques chez les victimes qui sentent de la culpabilité et qui regrettent. C'est un peu le syndrome de Stockholm et tout ça. Mais en fait, quand on lit le texte de la presse, on voit que ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Le Devoir et sa journaliste ont participé à une sorte de contexte d'enflure qui fait que certaines des présumées victimes, qui elles-mêmes aujourd'hui tiennent à dire qu'elles n'étaient pas victimes, ont eu l'impression, on les a approchés en leur disant, écoutez, là, on a un dossier accablant sur Lacroix, séquestration, viol, c'est épouvantable, vous devez parler, c'est votre devoir. Il y en a une qui dit, c'était mon devoir de féministe. Et puis, elle regrette beaucoup. En mission. Et alors, donc, sûres d'avoir affaire à un véritable monstre, ben, elles ont chacune raconté leurs anecdotes, plus ou moins. Alors, qu'est-ce que c'est? Un baiser volé au coin de la rue, alors qu'elle-même, finalement, admet que, franchement, ça lui tentait beaucoup ce soir-là de partir avec Julien Lacroix chez lui. Il faut préciser que plusieurs, quand même, des victimes maintiennent leur témoignage aujourd'hui, mais certaines d'entre elles, lorsqu'on lit le témoignage, ben, ma foi, elles sont pas très convaincantes. C'est des histoires au secondaire. Et ce qu'on explique, c'est que vu d'aujourd'hui, on réalise qu'autrefois, à l'époque, ben, peut-être que j'ai pas vraiment donné mon consentement. Ben, bon, je veux pas invalider et diminuer ce qui a été fait. Il y a sans doute des lignes qui ont été franchies de la part de Lacroix. Puis il est vrai que de très nombreux hommes et jeunes hommes aussi n'ont pas le comportement correct envers les femmes. C'est pas nécessaire d'aller là pour avoir du succès dans la vie lorsqu'on est jeune et qu'on cherche à avoir disons-le, des relations sexuelles. Je le dis avec le sourire, mais
il est vrai qu'il y a toutes sortes de situations de malaise et de zones grises qui ne sont pas nécessaires et on peut faire l'éducation et améliorer les choses à cet égard. Mais donc, on est un peu dans ça, justement, avec la Croix et non pas dans une espèce de violeur en série. Et ce pauvre type a vraiment mangé la claque de sa vie. À quelque chose, malheur est bon, là, la Croix s'est sortie de sa toxicomanie au gré de ces événements-là. Tant mieux pour lui. Mais on peut quand même considérer la question du mouvement MeToo et du travail journalistique du Devoir indépendamment du reste là-dedans. Et moi, je pense que le travail de la journaliste Pineda était bâclé et militant et qu'il faut souhaiter que ce genre de choses-là ne se reproduisent pas à l'avenir. Et je dirais que ce genre de choses-là ne se produit que très rarement lorsque ça ne touche pas les causes à la mode comme MeToo, par exemple. Vraiment, on n'aurait pas toléré. Moi, je pense pas qu'on aurait publié cette enquête si elle avait concerné une question un peu plus dépassionnée, qui n'était pas à la mode dans les cercles progressistes et bien-pensants à l'époque. C'est tellement gros que, à mon point de vue, ça ne serait pas arrivé autrement. Alors, il faut le redire, là, la décision du Conseil de presse ne valide pas pour autant le travail du Devoir, en tout cas de mon point de vue, et n'invalide certainement pas celui de la presse non plus. On aurait aimé que Mme Tremblay nous explique qu'elle était amie avec la conjointe de Julien Lacroix. Je pense que c'est vrai là, que ça aurait été important de savoir ça. Après, on aurait apprécié ou non le travail, mais au moins on aurait su, c'est important. Moi, je ne pense pas que ça invalide le travail lorsqu'on lit le reportage d'Isabelle Haché ou lorsqu'on écoute la balado de Marie-Ève Tremblay. Là, c'est tellement... la charge est tellement lourde contre le travail du Devoir que je pense qu'on peut amplement être, convaincu par le travail de la presse et du 98.5 là-dedans. Oui, puis je retiens l'ampleur de l'infantilisation dans tout ce processus-là. Donc, on commence par donner la parole à des gens qui se disent victimes. Ces mêmes personnes-là reviennent sur leur parole et ensuite on dit, c'est pas parce qu'elles remettent en question leur propre témoignage qu'elles reviennent sur leur parole, c'est parce qu'elles sont prises avec le syndrome de Stockholm. Mais ce sont pas les plaignantes qui disent subir de la pression pour revenir sur leurs paroles. Ce sont des observateurs à l'extérieur de toute cette situation-là qui, eux, condescendants et pleins de prétentions, se permettent de dire, voilà, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a quelque chose de presque de l'ordre religieux là-dedans. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Allez en paix. Et absolument. Autre chose, on n'a jamais suffisamment insisté sur l'ampleur de l'impact dans la carrière de Julien Lacroix. Il y a des gens qui trouvent encore le moyen de dire aujourd'hui, il y a quoi? Il est retourné travailler, il n'y en a pas de problème. Attendez une minute, là, cet humoriste-là était au top de sa carrière. Il était en train de dépasser Martin Matt. Il s'en allait faire le Sandbell. Aujourd'hui, regardez, c'est quoi sa tournée? C'est quelques dates dans des petites salles obscures. Je veux dire, le gars a tout perdu, là. Demeure largement cancellé. Hein, totalement. Totalement. Ouais. Non, il va falloir beaucoup de temps après, et sans doute beaucoup de talent aussi. Pour qu'il se remette de ça. Ensuite, une fois qu'on a dit tout ça, Rémi, moi, vraiment, là, je le redis, puis je tiens à le préciser, il y a une cause et il y a un problème réel là, dans le rapport homme-femme dans la société, ou même... par exemple, dans le texte de la presse, il y a une humoriste qui est elle-même homosexuelle et qui a été à son tour cancellée parce qu'une femme l'a dénoncée parce qu'elle n'aurait pas respecté son consentement. Alors bon, on peut dire même que ça dépasse la question homme-femme, mais chose certaine, moi, j'en suis de civiliser et d'entrer dans une ère plus belle, plus éthique, plus respectueuse dans les relations hommes-femmes et particulièrement dans les comportements des hommes envers les femmes. J'en ai vu moi-même des hommes qui font des affaires hallucinantes, Rémi, d'irrespect envers les femmes. Et c'est correct qu'on dénonce ça. Mais là, ici, on est dans le militantisme. Et comme tu dis, on est dans des gens qui disent, écoutez, votre parole a servi notre récit. Maintenant qu'elle ne le sert plus, on vous regarde de haut, puis on explique que c'est parce que vous avez des problèmes de santé mentale, au fond, que vous ne marchez plus dans notre récit. Alors ça, vraiment, c'est à critiquer fortement. Rapidement, tu veux nous parler de la partielle dans la salle Verdun. Il y a comme une candidate qui a été parachutée, là, si j'ai bien compris.
Oui, alors les libéraux ne veulent surtout pas. Alors, c'est le comté laissé vacant par le ministre Lametti, Ouais. qui était parti il y a déjà un bon moment maintenant. Là, la partielle s'organise alors qu'on vient de manger toute une claque à Toronto. Hein. Les libéraux craignent beaucoup une autre défaite significative ou à tout le moins un recul important dans ce comté-là, qui est très, très rouge, qui est une forteresse. Comme l'était Saint Paul's à Toronto d'ailleurs. Et là, ben, que font les libéraux pour s'assurer de mettre toutes les chances de leur côté? Ils parachutent une candidate d'origine italienne parce que dans ce comté, semble-t-il, il y a une communauté italienne forte. Bref, on fait du clientélisme ethnique. C'est absolument lamentable. Les candidats qui étaient déjà à pied d'œuvre dans ce comté, les candidats à l'investiture libérale, sont outrés, sont frustrés que Justin Trudeau ait décidé donc de parachuter quelqu'un. Euh, Moi, c'est pas ça que je trouve dérangeant. C'est vraiment le clientélisme, le communautarisme que tient beaucoup à cultiver ce parti libéral fédéral. Et voilà, il se révèle à travers ce geste aujourd'hui, encore une fois. Est-ce que ce sera suffisant pour que les libéraux ne subissent pas la débâcle dans ce comté? Ça, c'est à suivre. Oui, parce qu'on rappelons quand même, pour les gens qui ne sont pas familiers avec tout ce qui est investiture, parachutage de candidats, généralement, ce sont les membres là, du comté, de la circonscription, là, de l'exécutif de chacune des circonscriptions qui élisent un candidat qui, après, et donc sélectionné via le vote et qui est le candidat désigné par le parti pour se présenter. Donc là, quand on dit qu'un candidat a été parachuté, c'est que Justin Trudeau impose une candidate Oui. aux gens de la salle qui sont des militants bénévoles, qui, eux, s'étaient peut-être rangés plutôt derrière un militant qui a fait ses classes depuis des années. C'est ça. J'ajoute une ou deux précisions là-dessus ou des éléments de contexte. Chaque parti a sa méthode, c'est plus ou Ouais. moins démocratique, il y a plus ou moins facilement des assemblées d'investiture et l'élection par les militants de candidats. Il y a bien des partis où le chef décide aussi, puis ça finit là. Mais dans les partis où il y a effectivement processus d'investiture, cette démocratie-là est bien fragile parce que l'état-major du parti peut facilement décider, par exemple, de retarder le déclenchement de l'élection à l'investiture pour s'assurer que personne n'ait le temps de se préparer correctement ou voilà, de prendre des décisions à la dernière minute en fonction des élections qui s'en viennent. Puis on justifie un parachutage parce qu'on n'aurait pas le temps de choisir quelqu'un. Il semble que dans ce cas-ci, Justin Trudeau s'est prévalu il a agi à l'intérieur des règles, semble-t-il. Mais donc, il a réussi à parachuter quelqu'un pour des raisons, à mon point de vue, plutôt déplorables. Alors, les militants du parti condamnent et critiquent cet accroc à la démocratie, mais bon, allez, le vrai problème est ailleurs, à mon point de vue. Oui, puis ça démontre une seule chose, c'est qu'on veut gagner et qu'on doit gagner. Merci, Absolument. Nick Payne. On s'en parle bientôt. Salut Rémi.